rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. On va faire un petit bout de politique américaine, d'abord avec notre collègue Loïc Tassé, mais on va revenir aussi sur les médias sociaux et aussi conclure avec Stéphanie Touga un peu plus tard. Mais d'abord, Loïc, cette campagne qui s'est terminée hier ou ce matin, qu'est-ce que tu retiens, là? Est-ce que l'espèce de violence omniprésente là, dans le discours de Trump t'a affecté? Ah ben il y a deux questions dans ce que tu dis. Il y a la campagne, ce qu'il y a à retenir de la campagne, puis la violence dans la campagne. Et évidemment, Trump a une violence extrême dans ses propos. Il incite les gens à la violence de plus en plus. Mais ça, il le fait depuis 2016. Et moi, j'ai été voir là-dessus justement des statistiques du Pew Research Center, qui est renommé, qui est vraiment un centre de recherche aux États-Unis, au-dessus de tout soupçon. Et eux posent cette question de la violence, justement. Ils disent aux États-Unis, est-ce que vous pensez que Donald Trump devrait être installé par la violence? Il y a juste 20 millions, c'est déjà trop, mais 20 millions d'Américains qui disent oui. Les autres disent non, 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 non. OK, Madame Harris, est-ce qu'il faudrait utiliser la violence pour qu'elle soit installée au pouvoir? Tu sais, s'il y avait des trous. Non, 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 non. Il y a que 25 millions d'Américains qui disent oui, il faudrait le faire. La vaste majorité des Américains, 200 millions, disent on ne veut pas de violence. On ne veut pas de violence. Mm-hmm. Mais ce qui est très, très inquiétant dans ce sondage-là, c'est qu'il y en a 185 millions qui disent on ne croit pas que les élections vont régler les grands problèmes aux États-Unis. Et ça, c'est grave, parce que des élections, c'est une façon de régler des problèmes politiques fondamentaux. Et ils disent non, on ne croit plus que le système soit capable de régler ça. Et cette perte de confiance dans le système politique est précisément ce qui fait, est précisément la porte ouverte à des gens comme Trump qui n'ont non seulement un discours fasciste, mais qui utilisent des méthodes qui sont fascistes pour arriver au pouvoir ou illibérales, comme par exemple coincer des médias, etc. Oui. Mais explique-nous le mot fasciste là-dedans. Là. Comment Trump a eu des propos fascistes et une façon de faire fasciste? Ben, c'est très simple. Le fascisme, tu vois, dans ce qu'il fait par exemple, c'est qu'il te dit, je vais utiliser, il l'a fait comme ça, je vais utiliser le système de justice contre mes opposants politiques. En d'autres termes, contre les gens qui n'ont pas la même opinion politique que moi. Je vais les mettre en prison. Il dit, dans les médias, ce que je vais faire, c'est que je vais partir contre les médias, ceux qui sont contre moi, CNN, etc. Je vais partir contre eux. Je vais peut-être lancer, ça sous-entend, c'est comme ça que ça s'est fait, des poursuites contre des journalistes, contre des journaux, contre des réseaux d'information, etc. Et ça va coûter très cher, évidemment. Puis on sait que le système de justice, en plus, il l'a arrangé. Le système de justice est un système de justice qui est de plus en plus pro-Trump. Le sommet du système de justice, la Cour suprême, est discrédité. Parce qu'il y a des juges qui sont corrompus, d'une part, et ce sont des juges conservateurs, il y en a au moins 2, et parce que on sait qu'il y a une majorité de juges extrêmement conservateurs qui semblent presque obéir au doigt et à l'œil à Donald Trump. Mm-hmm. Et ça pose problème. Tu sais, si les élections sont contestées, ce qui est possible, si c'est vraiment très serré, ben c'est sûr qu'il va y avoir des recomptages. Puis il va y avoir des contestations. Où est-ce que ça va monter, tu penses? Ça va monter jusqu'en Cour suprême. Mm-hmm. Et qu'est-ce que la Cour suprême va dire? Dans quel sens penses-tu qu'elle va trancher? Elle va trancher dans le sens de Trump. Alors, les médias, la Cour suprême, tout ça, ce sont des éléments qui montrent que, effectivement, on a un véritable, enfin, il y a pas que ça, il y a une centralisation des pouvoirs autour de Donald Trump. Donald Trump est en train de neutraliser le Congrès aussi. Comme et ça pose un problème. Là. Madame Harris, je pense que c'est plutôt Donald qui est mécontent de ce que je suis en train de dire. Ouais. Je vais être élu, ouais. Exactement. Ouais. Je veux te garder, Loïc, là, parce que je vais juste faire un bond rapide avec Laurence Grondin-Robillard, qui est prof associé à l'École des médias de l'UQAM. Mais je veux te garder en onde, Loïc. D'accord. Parce que je veux qu'on revienne sur ta chronique. Madame Grondin-Robillard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous enseignez, vous êtes à l'École des médias à l'UQAM. Il y a les médias sociaux qui ont changé la donne pendant les élections américaines et ça a commencé pas mal avec Barack Obama, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Donc, Barack Obama a été le premier à vraiment avoir une campagne qui allait miser sur les médias sociaux, dont Facebook, pour aller chercher du soutien puis des micro-dons. Donc ça a bien fonctionné. Mais après ça, à chaque élection présidentielle américaine, on a eu un nouvel usage des médias sociaux numériques jusqu'à Trump en 2016, où là, on a utilisé X, Twitter à l'époque, différemment pour des trucs beaucoup plus polarisants, des propos plus dérangeants, ce qui l'a rendu plus poignant et on a misé sur lui à ce moment-là. On le regardait davantage à travers les médias. À quel point là on fait de la politique et à quel point on fait du divertissement, à quel point on fait du guidounage politique là, pour aller chercher des votes. C'est quoi la proportion de tout ça sur les réseaux sociaux? Il faut suivre les plateformes et ça, l'équipe de Kamala Harris l'a bien compris. Donc, ils sont allés sur TikTok à partir de juillet. Avant, c'est le compte de Joe Biden. Et à ce moment-là, ils ont misé sur le divertissement, sachant que les jeunes étaient sur TikTok pour se divertir. Et donc, ça fait beaucoup de publications très divertissantes et des mèmes et etc. Tandis que Trump, lui et son équipe se sont moins adaptés plateforme par plateforme. Alors, ils vont garder le même discours à travers les différentes plateformes, mais il faut toujours miser sur le divertissement en fonction de son public et de la plateforme qui va être utilisée. Excusez-moi, mais êtes-vous en train de dire que la plateforme, c'est différents messages selon la plateforme? Exactement. Donc, sur X, on y va parce que c'est davantage politique. On veut plus d'actualité. Le Pew Research Center dont parlait votre collaborateur il y a quelques instants, eh bien, va nous dire que chaque plateforme a un usage principal qui va être différent. Donc, vraiment, X, c'est actualité politique et aussi divertissement, mais surtout s'informer. Tandis que Meta, par exemple, si on va avec Instagram, c'est plus pour partager des photos, des moments de vie. Donc, il faut prendre ça en considération. Est-ce que, Mme Grondin-Robillard, est-ce que Moi, j'ai une théorie qui vaut rien, là. C'est basé sur rien, aucune étude, rien, là. Je suis un cabochon, là. Mais j'ai l'impression que les gens, quand ils voient des vedettes multimillionnaires aller sur les réseaux sociaux puis dire aux gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, comment voter, il y a un ressac à ça, il y a un effet boomerang, puis je pense que les gens sont tannés de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils sont tannés? Je ne sais pas. Ils sont quand même sur X. Là, moi, je pense à Elon Musk, naturellement, quand vous me dites ça. Est-ce que c'est cher à payer 44 milliards de dollars pour une plateforme qu'on peut utiliser pour ensuite gagner ses élections et avoir une place à la table du pouvoir? On ne sait pas, on va le savoir ce soir certainement. Ceci étant dit, les gens continuent d'aller sur X. J'ai regardé une étude hier du Pew Research Center encore qui démontrait que les républicains, notamment, adorent partager leur opinion politique sur X plus que les démocrates. Et les démocrates continuent d'être sur X, mais vont s'abstenir de trop partager leur vue politique par peur que ça change rien ou de harcèlement ou etc. Donc, on donne quand même de la visibilité à cette plateforme-là. On sait qu'elle a changé. On sait que le fonctionnement n'est plus le même. Elon Musk se met de l'avant. C'est un super utilisateur qu'on nous oblige à voir, même si on n'est pas abonné à son compte. Et bref, il met de l'avant son poulain, Donald Trump. Et on va voir si c'est gagnant ce soir. OK, mais parlez-moi, là, sortez-moi pas l'approche woke, là. On va parler des deux, là, hein, Grondin-Robillard. Parlez-moi de TikTok, là, puis Cardi B. Hey, Cardi B. Jennifer Lopez, qui était il y avait Puff Daddy, puis c'était Puff Mommy. C'est Taylor Swift qui fait des accords puis qui chante sur la fille qui sort avec le quarterback de l'école. C'est pas mieux du côté démocrate. Moi, le côté républicain, c'est une affaire. Démocrate, c'est pas mieux, là. C'est vraiment d'utiliser les chanteuses pour appuyer une cause politique. Je suis pas sûr auquel elles comprennent quelque chose, là. Mais c'est du marketing. Ils ont décidé chacun d'aller chercher des stars, chacun de leur côté, et ça semble fonctionner. Si c'est d'aller chercher des super vedettes pour inciter le vote, pourquoi pas? Hein? Mais est-ce que c'est l'idéal? Certainement pas, parce qu'on exclut tout le politique de la conversation. Oui. C'est du vedettariat. Oui, parce qu'on n'aborde pas les programmes. On ne sait pas ce que chaque candidat veut faire, mais on sait qui l'appuie, c'est qui ses amis, sur quelle musique elle danse, puis mon Dieu, que ça la fait rire, puis ça le choque. Mais finalement, on n'apprend rien sur les réseaux sociaux. Est-ce que je me trompe?
Non, vous avez entièrement raison là-dessus. Ça me fait de la peine d'entendre ça, parce que c'est toute une génération qui s'informe sur les réseaux sociaux. Et vous n'allez pas pouvoir... Moi, j'étudie la circulation de l'information sur TikTok. Là, c'est mon sujet de thèse actuellement. Okay. Et je peux vous dire que pour avoir fait plusieurs essais, c'est décourageant. C'est tellement abrutissant, ce que je pensais pas que c'était au départ. Le contenu que je reçois, qui est pas informatif du tout, c'est vraiment que du pur divertissement, des blagues, des pranks téléphoniques, bref, des mèmes, des chansons et beaucoup de religion et de prières, mais vraiment très peu d'informations et très peu d'informations fiables, beaucoup de désinformation. Ah oui. Et là, vous le voyez, là, vous êtes en train de faire une étude là-dessus, puis vous le constatez. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Parce que c'est pas bon pour... Je vais pas jouer aux vierges offensées, là, mais c'est pas bon pour la démocratie, tout ça, là. Non, et chaque plateforme, dans le fond, l'idéal, ça serait que le gouvernement ou le pouvoir en place légifère et propose une transparence des algorithmes de recommandation, qu'on sache à tout de moins quand on va sur une plateforme comment le contenu est mis de l'avant et comment l'algorithme va promouvoir certaines idéologies plus que d'autres. Mais ça, les plateformes vont se défendre en disant que c'est des secrets commerciaux et que la compétition va prendre le secret si jamais ça devient une loi ou un ensemble de lois. Donc, il n'y en a pas vraiment de solution. Non, ça fait peur. Avant qu'on se quitte, je sais, je dois vous laisser aller bientôt, là, mais vous avez souligné les événements viraux en ligne. Le Brat avec Kamala, j'avais oublié ça, là, mais c'était quoi finalement le Brat? C'était une chanson, c'est l'album, de Charli XCX qui s'intitule Brat, qui est sorti cet été. Et c'est cette vedette-là qui a dit « Ah, Kamala Harris is Brat ». Elle incarne ce personnage-là, cette personne-là audacieuse avec ses défauts et ses qualités, qui est un peu dans le laisser-aller, mais qui va s'impliquer. Bref, c'est ça que ça voulait dire. Et l'équipe de campagne de Kamala Harris l'a repris, il en a fait une bannière sur X, a repris la musique sur TikTok, sur leurs vidéos, et c'est comme ça que ça a perduré, et c'est devenu aussi populaire auprès des plus jeunes. Ça, mais sérieusement, ça, là, ça a été un gros succès pour la campagne de Kamala Harris. Pensez-vous que ça va aider? Parce qu'aujourd'hui, on parle du vote des femmes qui va probablement déterminer qui sera à la Maison-Blanche. Ça, ce genre de stunt-là vide de contenu, c'est très payant politiquement. Ben oui, mais il faut encore que les jeunes se rendent aux urnes, les plus jeunes électeurs aient voté. Ouais. Et là, on sait pas si les médias sociaux ont ce pouvoir-là. Est-ce qu'ils ont été convaincants? Est-ce que la campagne a bien fonctionné? Leur stratégie était-elle bonne? Je crois qu'on peut dire oui, à plus, on leur donne. Mais après ça, est-ce que ça amène un électeur à aller voter? Je peux pas me prononcer, non. Dites-moi donc, en ce qui a trait des réseaux sociaux, là, le McDonald's Trump, le camion de vidange, la tentative d'assassinat, ça a été un succès du côté des républicains. Oui, mais en même temps, il y a certaines images qui devaient être censurées. Il y a des conditions d'utilisation à respecter. Sur Meta, par exemple, on peut pas avoir des images de sang, donc son oreille en sang. Les photos de ça, ça pouvait pas circuler. Donc, on a accusé de la censure. C'est toujours sous le fait qu'on doit respecter ces conditions-là. Donc, oui, on en a parlé dans les médias, mais dans les médias sociaux numériques, à part sur X, on l'a beaucoup moins vu. Ah oui. Mais ça a été abordé sur TikTok. Il y a des gens qui en ont parlé, mais le visuel, on n'y était pas. Ouais, le McDo, le camion de vidange, ça a été payant parce que c'est pas censuré. Exactement. Donc, mais encore là, il faut que ça soit du contenu qui va être aussi divertissant. Donc, ça dépend. Ça peut très bien fonctionner sur TikTok comme ça va pas circuler sur Facebook. Puis tous ceux et celles, surtout celles qui ont acheté les disques de Taylor Swift, qui est milliardaire, et Taylor Swift qui appuie Kamala Harris, c'est quoi la réaction des gens? Est-ce que c'est comme moi, des vieux schnocks qui disent « Qu'est-ce que tu connais de la politique? » ou « Mon Dieu, Taylor vote démocrate, je vais voter pour Taylor, donc pour Kamala Harris. » Bon, ça dépend de nos positions idéologiques, j'imagine, et du fait que Taylor Swift avait jamais voulu vraiment prendre parti avant
aujourd'hui sur quel candidat, pour qui voter. Elle voulait rester neutre pour pas se rompre avec certains fans. Je sais pas comment le dire, mais bref. Ouais. Et, donc, ça a peut-être incité des gens à plus pencher vers, parce que c'est une icône pour bien des jeunes. Encore une fois, on revient à ce que je disais tantôt, là, je tourne en rond, mais est-ce que ça va être suffisant pour inciter un jeune électeur à aller voter? Ouais. On le saura ce soir. Diriez-vous que les grands perdants dans tout ça, c'est les médias traditionnels? Oui. Dans tous les cas, oui, on a trop misé sur les médias numériques en général pour cette campagne-ci. C'est sûr que nous, au Canada, on a plus de difficultés à voir qu'est-ce qui a circulé des médias traditionnels, surtout sur Meta qui bloque les nouvelles. Mais on a trop misé justement sur le divertissement et toute l'effervescence de la campagne plutôt que des agendas des partis. Alors oui, si on avait misé sur les médias traditionnels, on aurait été plus informés à ce moment-là. Faut bien doser entre les deux. Oui. Dites-vous à vos étudiantes de s'abonner à des vrais journaux, à des vrais médias? Est-ce que vous leur dites? Je ne dis pas nécessairement... Je dis pas de s'abonner, mais je leur dis d'aller consulter et je leur montre comment passer par la base de données de l'UQAM pour avoir accès à plein de publications auxquelles ils n'ont pas besoin de payer puisqu'ils sont étudiants. Ah oui, c'est une bonne affaire. Parfait. Un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. Laurence Grondin-Robillard, de l'École des médias de l'UQAM. Puis c'est important de comprendre aussi l'impact des plateformes, des réseaux sociaux sur cette élection américaine. Est-ce qu'il va en avoir pour les élections canadiennes et québécoises, pensez-vous? Est-ce qu'on est au même niveau? Certainement. Oui, hein? On va le savoir ce soir. C'est ce soir qui va déterminer. Parfait. Merci à vous. À la prochaine. Merci, au revoir. Loïc, l'impact des réseaux sociaux, est-ce qu'on oublie l'importance que ça a pour aller chercher le vote chez les... Ça a une importance de plus en plus grande chez les Américains. Et tu sais, on parle d'une publicité incroyable aujourd'hui pour le Pew Research Center, mais dans les mêmes, c'est eux, ils font ça. Ils nous apprennent qu'il y a un tiers des Américains, plus du tiers des Américains, qui s'informent exclusivement ou presque dans les médias sociaux. Donc, ils vont même pas voir les médias traditionnels. Et ta question à Mme Graudin tout à l'heure était inspirée, tu sais, leur dites-vous d'aller voir autre chose, parce qu'on sait que les médias sociaux sont souvent des endroits où l'information n'est pas vérifiée, elle n'est pas contredite, et ça pose un problème. Donc, oui, le tiers des Américains est dans une espèce de désert d'information qui s'appelle les médias sociaux. Ou pire que ça, c'est un endroit où ils sont inondés par la propagande. Par exemple, on a vu Elon Musk qui a lancé un site faussement démocrate où il met des nouvelles qui sont fausses sur les démocrates, où il dit par exemple, ah oui, Mme Harris a décidé de payer des soins hospitaliers complets, des soins de santé complets aux immigrants aux sans-papiers. Mais c'est complètement faux, c'est totalement faux, c'est de la fausse représentation, mais Elon Musk le fait, il rejoint des gens, et ceux qui sont sur les réseaux sociaux à un moment donné voient ça passer, puis se disent, ah ben voilà, moi je sais qu'elle a fait ça, je suis contre ça. Mais évidemment, tout le monde est contre ça. Personne ne veut que des sans-papiers et des soins médicaux à profusion, surtout aux États-Unis. Mais d'autre part, Loïc, si de l'autre côté, tu sais, le côté démocrate, tout ce que t'as, c'est des chanteuses qui appuient Kamala Harris sans qu'on sache jamais c'est quoi le contenu du programme, c'est aussi nocif. Ben, le programme est pas très fort chez Kamala Harris. Comme je t'ai dit, je l'ai lu, tu sais, ça fait 80 pages officiellement. En réalité, ça se résume en 5 pages. Puis c'est pas grand-chose. C'est une prolongation du programme de Joe Biden. Désolé pour Mme Harris, mais c'est ça. En plus d'un certain nombre de choses racistes, comme je t'en ai déjà parlé, comme 20 000 $ de prêts aux entrepreneurs parce qu'ils ont la peau noire. Ça marche pas. Mais bon, à côté de ça, Benoît, il faut se souvenir que dans n'importe quelle élection, et ça a toujours été ça, on vote à la fois avec sa tête et avec son cœur. Et donc, oui, c'est normal d'avoir une partie de la propagande ou des informations qui s'adressent à la raison des gens d'abord, mais on essaie aussi de bouger les passions. Et il y a des gens qui réagissent beaucoup à ça. Tu sais, imagine aujourd'hui quelqu'un qui sait pas pour qui voter, un jeune, mettons, qui vraiment, là, sait pas. Puis là, il voit que Taylor Swift va voter pour Mme Harris. Ben, ça pourrait faire en sorte que cette personne-là dise, ben, je ne sais pas, mais j'aime bien Taylor Swift, donc je vais voter comme elle. Et ça fait partie du fonctionnement humain normal, oui. Mais ce qu'on comprend de tout ça, là, c'est que on n'obtient pas vraiment d'informations sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Moi, c'est ce que je retiens là, des deux conversations qu'on vient d'avoir. Là.
Oui, oui, tout à fait. Il y a très peu de véritables informations sur les réseaux sociaux. C'est pas un bon endroit pour s'informer. C'est pas un endroit pour s'informer. C'est un bon endroit pour se désinformer, par contre. Ça, oui. Mais pour s'informer, non. Vraiment pas. Bon, là, qui gagne ce soir? Ah, je te dis, moi je pense que malheureusement ça va être Trump. Je maintiens mon. Oui, tu penses? Écoute, je maintiens. Ah oui, oui, je pense que c'est Trump qui va gagner. C'est vrai que Mme Harris a légèrement monté dans les sondages hier et avant-hier. Elle est rendue à 0,1 point d'avance. C'est dans les sondages consolidés. Ça veut rien dire. Ben c'est ça. Tu sais, je veux dire à un moment donné, et je pense que malheureusement Trump a trop d'atouts dans sa manche. Je pense que c'est lui qui va gagner. Je pense qu'au pire, pour lui, ça va être très contesté, mais ça va monter jusqu'en Cour suprême, puis la Cour suprême va lui donner l'élection. Eh boy, ça va être quelque chose. Hein? En tout cas, ce serait terrible. Ça serait terrible, mais ça se peut que c'est un scénario qui est plausible. Très bien. Loïc Tassé, un gros merci. Hey, je pense qu'on va se reparler demain. Tu crois? Ah, je pense que oui. Salut. Salut. Lâche pas.